Coucou, Coucou tu Yana, m'entends? comment tu vas? Bah, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien et je t'entends à Bon, merveille. bah, c'est parfait. On espère qu'il n'y aura pas de bug technique. Croise les On droits. croise les doigts. En tout cas, je suis très contente que tu as accepté mon invitation et que tu as accepté du coup de parler de tous ces sujets-là. Mais pour que les personnes qui ne te connaissent pas, bah, je t'invite à te présenter. Oui, alors bonsoir à tous. Je suis déjà ravie d'être avec vous ce soir. C'est une première pour moi, donc je remercie encore une fois Yana pour l'invitation. Je suis Tiana Mayembe, coach certifié en confiance en soi. Et aujourd'hui, j'accompagne principalement les professionnels, salariés ou entrepreneurs qui ont du mal à s'affirmer au travail. Donc toutes les personnes qui ont tendance à éteindre leur voix, à se faire toute petite, à ne pas oser parler parce qu'elles ne veulent pas déranger ou qu'elles ne sont pas très sûres d'elles, je suis là pour les aider. C'est ce que je fais aujourd'hui. Tu es la personne qu'il faut appeler dans ces circonstances-là et dans ces cas-là. Donc c'est génial. Exactement. Et du coup, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Yana encore, créateur de contenu sur Brut, TikTok, Instagram et personnalité très engagée sur pas mal de domaines. Et voilà. Et maintenant, on va se concentrer sur toi durant toute cette interview et sur ton parcours pour commencer. Comment est-ce que tu en es arrivé là à devenir coach personnel dans le monde du travail? Alors, c'est une très bonne question parce que rien ne me prédestinait particulièrement à arriver à ce niveau-là, dans la mesure où, de base, j'étais le profil d'étudiante redoublante qui va à la fac, mais qui sèche les amphis, qui est en cours, mais qui ne sait pas véritablement ce qu'elle veut faire plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé en licence, 3e année, on a un choix fatidique qui est soit tu continues en master, soit tu t'arrêtes et tu commences à travailler. Sauf que j'étais tellement en PLS durant les 3 premières années de la fac que je me suis dit, je ne peux pas continuer en master là. Et en même temps, je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour commencer à travailler tout d'un coup à même pas, je crois, 23 ans. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas choisi. J'ai travaillé pendant 1 an comme hôtesse d'accueil en entreprise. Et pendant cette année-là, j'ai suivi ma passion. Ma passion, c'est créer du contenu, c'est être créative. Et j'ai commencé à faire ça sur YouTube. Je crée des vidéos, puisque j'étais animée par le développement personnel, par la motivation. Je voulais principalement aider les étudiants et étudiantes qui, comme moi, ne savaient pas trop quoi faire de leur vie, mais qui cherchaient absolument des outils pour accomplir des objectifs professionnels et personnels. Donc j'ai fait ça. Et ce qui s'est passé, c'est que une connaissance m'a repérée et m'a dit, bah, écoute Tiana, je vois tes vidéos sur Facebook, viens à une de mes conférences, j'aimerais que tu interviennes. Et là, j'ai eu super peur, parce qu'il y avait un secret que je n'avais pas révélé, qui était que je ne savais pas m'exprimer à l'oral. En fait, dans les vidéos, tu peux monter, découper, personne ne sait rien. Alors qu'en live, là, si tu bégayes, tu parles trop vite, tu as peut-être 100 personnes, 50 personnes qui seront informées. Et dans le feu de l'action, j'ai dit oui. Et quand j'ai rapproché, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, j'ai vraiment eu peur. Et donc, tous les jours avançaient, puis je me disais, bah, voilà, je me suis engagée, je peux faire des vidéos de motivation. Et finalement, quand j'ai un événement, bah, je n'y vais pas. Et donc, le jour J, je monte sur scène, j'ai préparé mon truc. Et en fait, là, il se passe une chose incroyable, c'est que quand je monte sur scène, quand je vois ces jeunes, principalement, qui étaient devant moi et que je délivre mon speech sur le thème du leadership et de la jeunesse, bah, je me rends compte que c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie, c'est vraiment contribuer à la réussite et au bien-être des autres. J'ai fait accompagner par des mentors, par des coachs, par des thérapeutes, par des kinésiologues. Et là, j'ai compris une chose. J'ai compris que tous les projets que j'avais pour ma vie, tous les objectifs que je souhaitais atteindre, ne pourront être atteints que si initialement je travaille sur moi. Que si initialement je me mets moi en priorité avant même de penser à mes objectifs des autres. Et donc le week-end d'après, ou du moins c'était le week-end, donc le lundi d'après, je suis retournée au boulot, toujours hôtesse d'accueil en entreprise, et j'ai commencé à chercher plein de formations pour développer ma petite page Facebook afin d'en faire un média. Et donc j'ai commencé à faire un Master 1 en communication et relations de presse. Et ensuite j'ai fait un Master 2 en marketing digital. J'ai travaillé 2 ans un an comme community manager et ensuite 1 an comme chargé de projet web dans une multinationale bancaire à Paris. Et dès que j'ai terminé, je me suis dit, écoute, je sais que le salariat, c'est pas pour moi. Je veux absolument poursuivre ce désir
de contribution. Et donc, j'ai fait une formation professionnalisante en coaching. Et l'année d'après, j'ai lancé mon activité. Et pourquoi cette spécialisation? Parce que du coup, le monde de la jeunesse, la réussite, mais pourquoi cette spécialisation du monde du travail? Parce que tu aurais pu être... Est-ce que déjà, première chose, est-ce qu'on doit faire une distinction entre coach de vie et coach personnel, selon toi? Et après, pourquoi cette spécialisation-là dans le monde du travail? Intéressant. Alors oui, il y a une petite différence parce que finalement, un coach personnel, un coach sportif peut par exemple être aussi un coach personnel parce qu'il accompagne que des gens en one-to-one, par exemple. C'est vrai que moi je dis coach personnel parce que ce sont des particuliers que j'accompagne aujourd'hui et non pas forcément des gens en groupe, enfin en team building ou en entreprise. Cela dit, moi je suis spécialisée dans le monde de l'entreprise, enfin dans le travail, mais c'est pas tant le travail, la particularité c'est la confiance en soi au travail. Puisqu'il s'avère que parfois on peut avoir confiance en nous dans le domaine, imaginons amoureux, j'ai aucun problème, voilà, échanger avec des gens, etc. Mais dès qu'il s'agit de devoir prendre la parole en réunion, dès qu'il s'agit de devoir créer du contenu, faire des lives ou m'exposer pour parler de mon business qui est derrière, là je m'aperçois qu'en fait j'ai pas confiance en moi. Pourtant je suis certaine de ce que je fais, donc de mes compétences, mais j'arrive pas à les exploiter et à les exposer comme il se doit pour progresser. Et moi ça m'a vraiment intéressée puisque je me suis aperçue que ce qui me fascinait vraiment dans cette notion de contribution, c'est la réussite, mais pas tant la réussite telle qu'on le voit, être dans un jet, etc., etc., mais c'est de se dire, j'ai un projet, comme toi tu peux le faire aujourd'hui, qui est de vraiment être engagé pour plein de luttes. Tu veux voir une chose se réaliser, et finalement la réussite, c'est pouvoir en parler, pouvoir poser des actions. Ça, je pense qu'il y a plein de gens qui souhaitent dans leur vie, peu importe le domaine, réussir. Et moi, j'aimerais aider les gens à accomplir leur vision personnelle de la réussite. Et pour ça, je suis convaincue qu'il faut être beaucoup plus sûr de soi. Et du coup, tes spécialisations est-ce que n'importe quel travail, n'importe quelle personne peut venir te voir et avoir ton aide dans n'importe quel domaine? Oui, puisque moi, je ne me suis pas spécialisée dans un domaine de compétences. Donc, par exemple, j'ai un coaché qui est cadre dans le domaine bancaire, j'en ai une autre qui est coach business, j'en ai encore une autre qui est cadre dans le domaine du marketing. Donc, moi, je ne suis pas spécialisée dans le domaine bancaire ou autre. Moi, je suis spécialisée dans les stratégies personnelles. De plus, en tant que coach, c'est pas moi qui dis à l'autre, voici ce que tu dois faire. Moi, je suis là pour aider l'autre à révéler ses propres stratégies, à révéler ses propres outils. Et donc ça, je peux le faire avec n'importe quelle personne. Et c'est intéressant. Presque n'importe quelle personne. Presque. Et c'était intéressant parce que tu parlais du coup de la réussite, de la vision que tu avais de la réussite. Est-ce que tu peux nous l'expliciter un peu plus? Parce que du coup, ouais, cette réussite-là, c'est pas avoir, comme tu le disais, une villa ou être dans des yachts, etc. Est-ce que tu peux nous parler, selon toi, ce que c'est que la réussite? Alors, je t'avoue que ma définition a changé en quelques années, puisque initialement, moi, j'ai été biberonnée au rêve américain, aux séries, aux films, et je voyais là où le CEO dans le grand office qui sort avec son chauffeur privé, je me suis dit, c'est ça que je veux. Et finalement, le temps passant, je me suis rendu compte que très souvent, ce genre d'idéal avait pour fondation des manques. Tu t'aperçois que il y a, et ça je l'ai vu parce que j'ai suivi une thérapie pendant un moment, et j'ai pu mettre le doigt dessus, mais je n'avais pas forcément conscience de ça. Je me suis aperçue qu'en fait, cette vision de la réussite, pour moi, était alimentée par un désir de reconnaissance. Et les gens qui sont reconnus dans notre société aujourd'hui, ce sont des gens qui ont du pouvoir, ce sont des gens qui ont de l'argent. Les gens qui sont admirés, ce sont les gens qui sont devant, sur la scène, qui parlent, qui sont charismatiques. Et finalement, ces désirs psychologiques personnels, j'ai cru pouvoir les assouvir en ayant cette vie rêvée-là. Sauf que moi, je n'avais pas fait le lien. Consciemment, je me suis toujours dit, non, je veux juste réussir parce que j'en suis capable, et si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Et puis finalement, en travaillant sur moi, je me suis dit, mais si j'assouvis ces besoins d'amour, de reconnaissance, d'une autre façon, par exemple, un truc tout bête, je fais du bénévolat. Tu vois, je peux être reconnue par l'association avec laquelle je travaille, et c'est gratifiant. Désir d'amour par une famille que je crée.
Ok, bah voilà, je suis là pour ma famille, ce besoin psychologique aussi est assouvi. Si tout ça est assouvi, est-ce que j'ai encore envie d'être là où le CEO dans le grand building? Et là, en fait, c'est avéré que la réponse était non. En vrai, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie distinction à faire entre la réussite et l'épanouissement. Il y a des gens qui sont extrêmement successful, qui ont réussi dans leur vie, et qui ne sont pas du tout épanouis. Et de toute façon, si les deux étaient synonymes, il n'y aurait pas de milliardaires qui se suicideraient aujourd'hui. Et donc, pour moi, la réussite, c'est réussir à définir sa propre réussite, ce qui n'est pas évident avec une société qui nous renvoie des messages quotidiens pour qu'on puisse aspirer à un idéal. Donc déjà, redéfinir quelle est la réussite pour soi, sur des fondations saines, qui nous aident, qui nous élèvent, et ensuite pouvoir quotidiennement poser des actions pour vivre cette réussite personnelle. Du coup, il ne faut pas forcément assimiler la réussite à l'argent en soi. Parce que on est dans une société où c'est beaucoup... déjà, en France, c'est tabou de parler argent, mais le but, depuis qu'on est petit et depuis qu'on est... quand on voit les plateaux télé, les gens, les influenceurs, les créateurs de contenu, les gens d'intérêt qui gagnent des milliers d'argent juste en faisant une story, etc. Donc, ça alimente en soi cette société où on pense que pour réussir, il faut de l'argent. Donc en fait aussi ton travail, c'est de déconstruire ça et d'aller cerner ce que la personne veut réellement. C'est ça? Exactement. Et cette mission, disons-le comme ça, je le fais aussi surtout avec la création de contenu. Puisque bien évidemment, quand une personne vient vers moi pour un objectif précis, moi j'aime pas avec mes gros sabots en disant non, 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 attention, c'est pas ça que tu dois travailler. Voilà, j'avance au rythme du coaché. Cela dit, moi, la position que je veux prendre, c'est pas être juste une coach. C'est pour ça que mon titre sur Instagram, c'est plus qu'une coach certifiée. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir communiquer une perspective de vie qui se veut différente. Surtout dans le domaine du développement personnel, où on est beaucoup porté par le capitalisme, par le plus, pour le voir avoir plus, parfois même au détriment de notre santé, les sacrifices. Et moi, j'aimerais en fait vraiment réussir à proposer finalement une autre vision, une autre possibilité où ce sont des valeurs personnelles qui vont être mises en avant, comme l'intégrité, le partage, le collectif. Je pense qu'il est possible également aujourd'hui de remettre au cœur des relations humaines, ça paraît un peu niais, mais l'amour. En vérité, genre, l'amour, c'est un truc qui paraît un peu volatile, mais c'est extrêmement capital. Et je pense qu'il y a pas mal de difficultés sociétales, sociales, relationnelles et même professionnelles qui sont liées au manque d'amour. Le manque d'amour pour soi, mais aussi pour les autres. Donc ça va rebondir à la question que je vais te poser. Y a-t-il une inégalité en soi à la réussite? Franchement, il y en a tellement, il y en a tellement et je le vois dans mon travail. Je vois que travailler dur ne suffit pas à réussir, malheureusement. Ouais. Et que aujourd'hui, des grands sociologues l'ont dit avant moi et même mieux que moi, ce qu'il nous faut, c'est vraiment, au-delà de l'égalité, c'est de l'équité, puisqu'on ne part pas avec les mêmes armes et que malheureusement, la société ne fait pas tout pour qu'on puisse, en fonction des profils, être sur un pied d'égalité. Et on le voit très bien. Moi, j'ai pas de handicap visible ou invisible, mais parfois je m'arrête et je me dis, mais en fait, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, c'est aberrant même de se dire que on va à l'extérieur, mais tout a été créé en pensant d'abord aux gens valides. Sauf que déjà tout le monde ne l'est pas et qu'en plus, tout le monde peut devenir invalide un jour ou l'autre. Tu vois, donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir ce côté vraiment qui intègre tout le monde pour qu'ensuite, que ce soit dans le cadre scolaire, on puisse véritablement tous s'épanouir. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon podcast où j'expliquais que, en fait, dès la scolarité, on ressent les inégalités dans la mesure où parfois on va avoir des jeunes qui, eux, après l'école, doivent rentrer chez eux pour s'occuper de leurs petits frères et sœurs, parce que leurs parents travaillent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors que d'autres élèves, eux, vont devoir rentrer chez eux, avoir leurs cours avec un professeur particulier, après avoir des loisirs comme le cheval ou la gym. Et en fait, rien que ces éléments-là créent déjà une distance, un gap entre ces deux profils. Et ça joue sur les notes scolaires, ça joue sur les opportunités, sur les choix, ça se répercute sur la vie professionnelle et la réussite sociale, en tout cas, in fine. Donc malheureusement, pour répondre à ta question de manière beaucoup plus brève, non, les chances de réussite ne sont pas du tout égales aujourd'hui.
Moi, je veux rebondir tu parlais des personnes en situation de handicap. Moi, je suis en situation de handicap invisible, je suis déficient visuel. Et moi, je te vais partager mon expérience personnelle. C'est qu'au sein des facultés, quand on fait des études supérieures, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas réellement, enfin, il y a une volonté d'inclusion, mais il n'y a pas d'adaptabilité en fait au handicap. C'est-à-dire que tous les handicaps sont mis sur le même pied d'égalité, alors que chaque handicap doit être différencié pour permettre la réussite. Et il y a plein d'étudiants en situation de handicap qui décrochent, qui décident d'arrêter les études supérieures parce que concrètement, ils estiment qu'ils n'ont pas les compétences pour, ou qui changent complètement de voie. Et ça, je trouve que ça, c'est là, je suis en train de me battre en ce moment parce que je fais une campagne de sensibilisation sur les discriminations faites à l'égard des personnes en situation de handicap. Mais c'est, en fait, ça nous met, nous, dans un pied d'inégalité et d'un accès moindre à la réussite, dans le sens où une personne qui est valide aura plus de chances, en tout cas dans les études supérieures, pour atteindre leurs objectifs. Et ça, est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, pour une personne, un étudiant en situation de handicap qui voudrait réussir dans les études supérieures? Sincèrement, pour ce type de profil, moi, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut vraiment différencier la responsabilité personnelle de la responsabilité collective. Moi-même, en tant que coach en confiance en soi, je fais en sorte de dire à l'individu, tout ne dépend pas de toi. Si tu ne réussis pas aujourd'hui comme tu le souhaites, c'est pas juste parce que tu manques de confiance en toi. Non, il y a des choses qui sont malheureusement structurellement faites de sorte à te soutenir ou alors à limiter ou à freiner ta croissance. Donc déjà, il faut déculpabiliser en se disant, en fait, tout n'est pas lié à ton handicap. La société, les études supérieures, les universités, les écoles, les entreprises sont supposées créer des mesures et les respecter pour que tout le monde, comme tu dis tout à l'heure, soit inclus en fait. Donc déjà, il faut un peu souffler en se disant, ouais, il y a des choses à faire d'un point de vue collectif. Et ensuite, bien entendu, il faut se concentrer sur ce qu'on peut nous contrôler. Et donc pour une personne qui est en situation de handicap, peut contrôler juste son apprentissage, sa motivation par rapport aux révisions, faire du mieux qu'elle peut. Et c'est ce que je lui dirais, une c'est fais du mieux que tu peux. Fais du mieux que tu peux. Mais ne prends pas en fait un fardeau qui n'est pas le tien. Déjà que c'est difficile de porter ce handicap au quotidien. Et oser parler aussi, parce que tu parlais de la confiance en soi, d'oser parler. Et la vraie problématique, ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir en parlant avec beaucoup d'étudiants en situation de handicap, c'est qu'ils ont une volonté de s'invisibiliser, de pas être différent en fait, et de pas vouloir déranger. Et en fait, c'est en ne parlant pas et en ne disant pas les problématiques, rien ne peut changer en fait. C'est très très fort ce que tu dis, mais c'est vrai. Hein. Et je pense que étrangement, ça rejoint exactement mon métier et mes programmes, puisque un de mes programmes se nomme Confidence Accelerator, faites entendre votre voix. Et je m'aperçois que en majorité, c'est ça notre souci, c'est qu'on ne veut pas faire entendre notre voix. Et encore une fois, c'est pas que de notre faute. Il y a plein de choses qui ont pu créer ce résultat-là, les expériences de vie, etc. Mais aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin de gens qui font entendre leur voix, de jeunes, des créateurs de contenu, des personnes qui, peu importe le genre, qu'elles fassent entendre leur voix. Parce qu'on a besoin de gens qui parlent de leurs problématiques, qui osent être vulnérables, pour qu'on puisse en fait tous se dire waouh, si elle ou il l'a fait, on a parlé, moi aussi je peux faire la même chose. Et ensemble, au fur et à mesure, toutes ces petites voix vont se regrouper et je suis convaincue que pour différentes luttes, ce sera suffisant pour véritablement faire bouger les choses. Ah, franchement, j'adorerais réellement que tu parles à ces étudiants-là ou même aux associations. Il y a un message et je pense que tu pourrais aider énormément de personnes dans ces situations-là parce que vraiment, il y en a beaucoup qui sont en dépression, il y en a beaucoup qui font du décrochage. Moi, quand je leur entends parler, ça me fait de la peine parce que c'est pour ça j'ai vu un sondage récemment où il y a très peu de taux de réussite pour les personnes en situation de handicap à l'université. Il y a beaucoup de décrochage. Et tu verrais dans les états dans lesquels ils sont, c'est vraiment horrible. Enfin bref, j'espère qu'il y en a qui verront ce live
qu'ils aillent voir aussi tes vidéos, mais j'en parlerai plus tard de ça. Aussi, si tu vois des commentaires de personnes, n'hésite pas à répondre à ma place parce que je vois pas. Ok, oui, j'ai vu Catherine qui dit Hello Tiana, on est là. Ah, ça vient d'Instagram ça. Coucou Kate. Coucou. J'adore. Et du coup, pour parler, on a parlé du handicap, maintenant j'aimerais parler une autre problématique. C'est est-ce que selon toi, il existe un plafond de verre pour des personnes issues de classes moyennes ou de classes plus populaires? Oui, et c'est drôle puisque je vais faire le parallèle avec, je vais vous parler d'une situation. J'étais à une table ronde pour le magazine On Mag en septembre et on a échangé sur le syndrome de l'imposteur. Donc c'était vraiment un public d'une centaine de personnes très mixte. Donc il y avait c'était mixte. Il y avait de tout. Parlons de ça. Et en fait, à la fin de l'intervention, j'ai une jeune femme qui vient vers moi et qui me dit Tiana, franchement, j'ai beaucoup aimé votre intervention à toutes. Cela dit, j'ai remarqué quelque chose, c'est que j'ai travaillé dur pour obtenir mon diplôme, j'ai vécu le chômage, un peu de trouver un emploi, et en fait, j'ai eu une grosse gifle dans le monde du travail. Elle m'explique que arriver en entreprise, comme tout le monde, elle veut s'intégrer dans l'équipe et donc à l'échange avec les collègues, elle s'aperçoit qu'il y a un gros décalage culturel. Un gros décalage culturel. Elle me dit une chose, elle me dit, en fait, moi, j'ai grandi dans un milieu populaire, et là, je suis dans une grande entreprise avec des gens qui sont assez éduqués, et qui ont lu des livres que je n'ai jamais lus, qui ont vu des films que je n'ai jamais vus. Et en fait, quand ils parlent et s'expriment, je sens la différence. Pourtant, on a le même degré de compétence. Et c'est comme si ça ne me permettait pas à 100% de me sentir intégrée dans l'équipe. Et j'ai trouvé ça très fort puisque ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, même dans le cadre scolaire. C'est que il va s'avérer que pour les personnes qui viennent d'un milieu plus populaire, elles n'ont pas, elles n'ont pas ce capital culturel que peuvent avoir d'autres personnes qui ont grandi dans des milieux privilégiés. Donc, ces choses qui peuvent sembler un peu superficielles, elles ont tout leur sens, surtout quand on doit créer des liens, d'autant plus que dans le milieu professionnel, c'est pas que les compétences qui font que tu vas gravir les échelons, c'est les échanges que tu vas avoir avec les responsables, c'est ta façon d'engager les discussions. Et quand tu as l'impression que parce que tu viens d'un milieu populaire, que tu n'as pas eu tous les codes, c'est dur de faire la différence. C'est dur de pouvoir se mettre en avant comme il faut. Donc oui, je suis totalement convaincue que c'est pas évident quand on vient d'un milieu populaire, quand on devient un transfuge de classe, de se sentir pleinement à sa place, c'est vraiment le terme qu'elle a employé, à sa place en entreprise avec d'autres genres de background social différents. Et en fait, il y a cette sensation de retard à rattraper. Et le conseil que je vais donner dans cette situation-là, c'est de se dire, finalement, au lieu de se dire qu'elle a un retard à rattraper, en se disant, il faut que je rentre chez moi pour lire plein de livres afin que dans la prochaine discussion, je puisse montrer que moi aussi je sais, ça peut être un moment en fait d'échange. Parce que eux aussi, il y a des films que toi tu as vus et qu'ils n'ont pas vus et qui ont aussi de la valeur. En fait, il ne faut pas forcément voir leur culture comme étant supérieure à la culture que toi aussi tu as. Ça peut être aussi un moment de se dire, moi j'écoute ça, je regarde ça, j'apprends ça, et je vous le partage. Et en tout cas, elle l'a bien pris, et c'est ce conseil que je donnerai aussi à d'autres personnes ce soir. Et est-ce que tu penses que le fait de venir d'une classe moins élevée, ça pourrait empêcher d'upgrade dans une société, dans une entreprise? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont ce sentiment-là, en fait, de se dire que, quoi qu'il arrive, même s'ils sont surdiplômés, ils ont toutes les clés en main, ils ne pourront pas réussir. Franchement, je n'ai pas forcément voulu croire à ça, parce qu'il y a toujours une différence entre les impressions et les faits factuels. Et finalement, les expériences de vie parlent d'elles-mêmes. Et pour moi, la plus grosse prise de conscience que j'ai eue, c'est quand j'ai échangé avec une très bonne connaissance. Donc c'est un homme,
un homme noir, qui vient pas forcément d'un milieu très pauvre. Il a grandi dans la classe moyenne africaine et finalement qui a grandi ensuite en France et qui a gravi tous les échelons. Il a travaillé dans des grandes marques de luxe, pour ne pas citer que Burberry ou d'autres, voilà, mais une très très grande marque. Au point où un jour, il a travaillé pour une autre grande marque et il est arrivé directeur Europe du groupe. Donc pas France, hein, mais Europe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu rendez-vous avec son responsable. On lui a demandé de reprendre le service, mais au niveau France. Et il a entendu dans les couloirs une discussion qui disait on va quand même pas laisser un noir être directeur Europe pour représenter la marque, quoi. Et suite à ça, il est parti au Prud'homme. Il a gagné. Il a quitté l'entreprise avec un gros chèque et il a lancé sa marque. Et pour dire que c'est vrai qu'il y a des impressions, il y a des choses qu'on lit, des statistiques. Mais quand tu apprends d'une personne qui a vraiment vécu l'expérience, qui a gravi les échelons, qui a été au top, on va dire socialement, qu'en fait on lui a dit non mais arrête-toi là. On l'a rétrogradé, tu dis qu'il y avait véritablement un problème. C'est dingue. En fait, moi, je mettais mon avis dessus, etc. Mais de t'entendre dire avec un exemple concret, ça montre en fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'il y a beaucoup de choses à évoluer. Enfin, il y a beaucoup de mentalités à changer. Il faut faire évoluer les choses en fait. Et c'est avec des gens comme toi qu'on peut en fait faire ça et faire en sorte de prendre conscience de cela, parce qu'il y en a beaucoup qui vont laisser tomber. C'est ça, c'est un des facteurs en fait. C'est quand tu sais que tu ne vas pas upgrade, tu vas te dire bon c'est pas grave, tant pis, c'était peut-être pas fait pour moi. Et moi je pars du principe, ça c'est mon leitmotiv, c'est que rien n'est impossible, qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut concrètement. Faut pas être passif de situations comme ça. Exactement. En soi, il faut également se rappeler que même si ça prend plus de temps pour certains profils d'obtenir ce qu'ils désirent, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Et en fait, c'est souvent la comparaison qui fait qu'on baisse les bras très vite. En se disant, mais lui, il l'a eu en 3 semaines. Moi, ça fait 3 ans que je charbonne pour ça. Comment ça se fait? C'est vrai que c'est injuste, mais ce serait ne pas rendre service en fait à soi-même, à d'autres personnes qui peut-être peuvent nous admirer parce qu'elles se retrouvent en nous, de baisser les bras aussi vite. Ouais. Enfin, aussi vite. Baisser les bras tout court. 3 ans, c'est long. Est-ce que tu as un message pour les personnes qui regarderaient le live là, ou même le replay, un message pour les encourager en fait à atteindre leurs objectifs? Sincèrement, un message aussi général sonnerait bateau. Ouais. Et je ne veux pas vous faire un remake bateau des citations qui nous disent « Croyez en vous-même, vous allez le faire ». Cela dit, il y a quand même du vrai. Dans ces principes, il y a du vrai dans ces citations. Et aujourd'hui, ce qui, moi, personnellement, en fait, m'encourage, c'est de me dire que c'est une chose de vouloir réussir pour soi. C'est extrêmement important. Mais parfois, quand on n'a pas la force de réussir pour soi-même, il faut pouvoir s'agripper à quelque chose de plus grand que soi. Et pour certains, ça va passer par des combats qui englobent un collectif. Pour d'autres, ça va passer par des idéaux, la créativité, l'innovation, l'originalité. Mais il faut quelque chose. Parce que ce ne sera pas toujours tout beau, tout rose. Et donc, moi, je vous encourage vraiment à pouvoir lister et vous demander et ensuite lister qu'est-ce qui est plus grand que vous et qui est suffisamment important pour qu'un jour de down, vous pouvez être remotivé. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est pouvoir subvenir aux besoins de vos proches? Est-ce que c'est pour pouvoir voir des gens qui vous ressemblent réussir, trouver une issue à des situations compliquées? Qu'est-ce que c'est? À partir du moment où vous réussissez à définir ça, à vous accrocher au fait que c'est important de réussir pour vous également, je vous assure que vous serez instoppable. Instoppable. C'est ce que je crois véritablement. Mais j'espère que tout le monde prendra ces conseils, et j'invite aussi, pour revenir aux vidéos que tu fais sur les réseaux, à aller les voir, parce que c'est une source réelle de motivation. Genre réellement, tu t'adresses en fait dans tes vidéos à tout le monde, tout type de profil, et
c'est mieux que les applications de motivation. Je les critique pas, hein, parce que même moi j'en ai sur mon téléphone. Mais, Moi aussi. mais c'est beaucoup plus concret et ça fait du bien d'entendre ces mots-là en fait. Que tes proches pourraient nous dire mais qui sonneraient faux. Et dans la manière dont tu le fais, ça sonne tellement juste. Et tu poses aussi des questions. Tu nous amènes à nous questionner. Et c'est incroyable de réussir à faire ça à l'aide d'une vidéo en fait. Donc vraiment, j'invite les gens à aller regarder et à aller voir tes réseaux. Parce que franchement, c'est une vraie source de motivation. Quand on est démotivé, ça aide énormément. Merci Yana, merci. Et du coup, donne-nous tes réseaux pour que tout le monde puisse aller te voir. Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Tiana Mayembe. Également sur LinkedIn, Tiana Mayembe pour un contenu plus niché, confiance en soi au travail. Et également sur mon site web, tianamayembe.com, puisqu'il y a 2 ateliers gratuits. Un qui porte sur l'estime de soi pour réussir à s'affirmer davantage face à n'importe qui. Et un qui porte sur le charisme pour réussir à dégager plus d'assurance. Donc rendez-vous sur le site web et visionnez les ateliers gratuits, tranquillement. Comment dire des nouvelles. T'as pas encore TikTok? Ah oui, TikTok. Oui, j'ai un peu délaissé la plateforme, c'est pour ça que j'ai oublié. Et TikTok également, oui, Tiana Mayembe. C'est vrai. J'arrive, beaucoup plus constante, j'arrive. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir pu partager tous ces messages et aussi répondu à mes questions. Ça a été un plaisir, réellement. Merci, Anna. Merci pour l'invitation. C'était une joie d'être avec toi ce soir. Merci beaucoup. Et moi, retrouvez-moi sur mon compte Yana encore, YANA-du-bas encore, sur toutes les plateformes. Merci et à très vite, du coup. Bye. À très vite. Bye bye.